Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter du clustering de documents textuels à l'aide du package pi carré. Pi carré, hein, qui est là, hein, c'est pas pi au carré, c'est pas le chiffre pi 314, non, non, c'est pi carré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train, tout le monde l'a bien compris, j'arrête pas de faire des vidéos là-dessus, hein, je fais actuellement un cours de clustering avec mes étudiants. Bon, très bien. Donc on a fini là, hein. Voilà. Et donc chaque séance, j'ai un thème, toutes mes séances sont thématisées, et à l'occasion de chaque séance, j'essaie de leur faire explorer de nouveaux outils. Voilà, hein. Il y a le thème en lui-même, puis il y a aussi les aspects outils qui sont importants, qui sont très très importants. Voilà. Alors, les séances sont remplies comme un œuf. On n'a que 7 séances, 2 heures. Et généralement, il faut à peine la moitié de la fiche de TD parce que j'en mets des tartines monumentales, hein. Ça me passionne tellement que je mets des... Voilà. En revanche, je mets toutes les corrections. Voilà. Donc, ils ont le temps de finir chez eux, hein. S'ils ont rien à faire à la maison, voilà, c'est possible, hein. Voilà. Au lieu de regarder des vidéos sur TikTok, bah, ils font les fiches de TD, c'est pas mal aussi, hein. Voilà, enfin, je dis ça. Très bien. Donc, ça leur permet de travailler, de finir. Alors moi, il y a un double enjeu. Il y a la thématique en elle-même, hein, donc c'est un aspect du clustering, j'aimerais qu'ils regardent. Et il y a un deuxième aspect, c'est les différents outils qu'on peut utiliser, hein. Je ne veux pas qu'on soit prisonnier d'un outil. Ça, c'est un principe fort chez moi. Je ne veux absolument pas que l'étudiant pense que si je veux appliquer telle technique de machine learning, c'est forcément tel package ou tel outil. Voilà. Alors nous, en l'occurrence, c'est tel package de Python, hein, voilà. Donc c'est pour ça que j'essaie de les faire explorer différents packages à chaque fois pour que ça élargisse leur domaine de compétences. Alors, nous on utilise beaucoup scikit-learn, hein, et puis F-Analysis, et puis SciPy, voilà. Mais il y a d'autres packages possibles. Et notamment, il y a un package que je trouve pas mal, moi, c'est Picaré. Voilà. Alors, Picaré, en réalité, c'est un package qui vient de R à la base, qui s'appelle Carré. Voilà. Donc, j'avais fait un tutoriel là-dessus il y a quelques temps. Il y a quelques temps, 2018, ça fait 5 ans, hein, le temps passe vite. Voilà. Et je montrais comment on pouvait l'utiliser, hein. Voilà. Donc, j'avais expliqué à peu près comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'il y avait derrière, ainsi de suite. Alors, si je résume l'affaire, Carré, c'est tout simplement, c'est un meta package. C'est un package de package. C'est-à-dire que c'est un package qui va intégrer une série de packages et qui va donc harmoniser donc leur utilisation. Donc, qui va harmoniser donc leur utilisation. Voilà. En rajoutant des fonctionnalités qui facilitent la vie de l'utilisateur. Alors, c'est très bien. Parce que du coup, il suffit de taper deux, trois lignes de code et on a toute une chaîne de traitement qui est réalisée. Ça, c'est pas mal, ça c'est bien, ça, hein. En termes de facilitation de notre travail, c'est excellent. En revanche, oui, on n'a rien sans rien. En revanche, il masque beaucoup de choses. Voilà. Alors, pour une utilisation lambda, je peux comprendre, on lance, ça marche, point, ben, c'est très bien. Mais pour pour nous, pour moi et mes étudiants, en tout cas qui sont des experts en data science, enfin j'espère en tous les cas, hein, qui sont experts en machine learning, il faut absolument qu'on arrive à décortiquer toutes les étapes qu'il fait en interne pour comprendre donc la portée des résultats qui nous sont proposés. C'est ça qui est intéressant. Alors, carré pour Python, je l'avais déjà exploré. J'avais déjà exploré dans cette vidéo aussi, où je montrais comment ça se passait en supervisé, hein. Je montrais, j'avais mis les différentes étapes ici, et je présentais Picaré, c'était la version 2.3 à l'époque, et j'explorais en détail comment on pouvait l'utiliser dans un cadre supervisé. Il y avait deux notions qui m'intéressaient à l'époque, c'était la notion de pipeline, c'est-à-dire que la séquence de traitement, il le met dans un pipeline, proche des pipelines de scikit-learn qu'on avait vu, et on peut sauvegarder ces pipelines-là pour le déployer dans un fichier pickle. Ça, j'avais trouvé ça pas mal, hein. Très bien. Alors, comme je n'arrête pas de regarder, hein, je passe mon temps à ça, en fait. Voilà, je me suis dit, en fait, c'est aussi possible de le faire sous le supervisé. Et on va voir s'il crée aussi les fameux pipelines. Si un pipeline, on peut le sauvegarder en pickle derrière, hein. Donc, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'il met dans son pipeline. Alors, sur le site qui est là, il y a la présentation des modules, hein, qui est là. Voilà. Eh bien, il y a le supervisé qu'on avait déjà étudié dans cette vidéo, on est d'accord là-dessus, hein. Donc le supervisé, il est là. Là, on est sur la version 3 aujourd'hui, hein. Voilà, on est bien sur la version 3, là, je reviens en arrière, on est bien sur la version 3. Et dans les différents modules, il y en a vu un sur le non supervisé. Ah, très bien. Donc j'ai vu là, et j'ai vu qu'il y a des tutos. Voilà, bah, j'y vais, hein, Quick Start, très bien. Et on est bien sur le clustering.
Alors, j'ai regardé ici, qu'est-ce qui se passe? Il importe des données. Bon, c'est des données internes qui sont dans le package. Ensuite, il y a deux manières d'utiliser, soit donc via des fonctions, soit via des classes, hein. Voilà. Ben, c'est la même chose, hein. Voilà. La finalité est la même chose, simplement. C'est le mode d'appel. Soit c'est appel sous forme de fonction, soit c'est l'appel sous forme d'instance de classe, avec leur méthode. Très bien. Bon, on est en 2023, vaut mieux utiliser la deuxième approche, moi je pense. Mais qu'importe, ça donne bien les mêmes résultats. Voilà. Et ensuite, il y a différentes étapes de création de modèles, d'analyse de modèles et de représentation graphique. Voilà. Ensuite, à la fin, on pouvait ici assigner les clusters. Reconnaître les clusters d'appartenance de chaque individu, hein, le groupe d'appartenance de chaque individu par ailleurs, et ça nous permet de faire des prédictions sur des individus supplémentaires. Jusque-là, on l'a fait, ça, hein. On l'a fait plein de fois, ça, hein. On est d'accord là-dessus. On l'a fait également, notamment sous scikit-learn, mais avec d'autres outils également. Donc jusque-là, tout va bien. On l'a même fait sous Excel. On l'a même fait sous Excel pour bien montrer comment se font les calculs des distances au barycentre quand je veux rattacher un individu à un des clusters. Alors, là, c'est là que c'était intéressant, c'est que on peut sauvegarder le modèle et en fait, il le sauvegarde sous forme de pipeline en réalité. Et on voit bien les différentes étapes. Par exemple, en fait, il fait de l'imputation. Quand la variable est numérique, il fait de l'imputation. Voilà. Avec quoi? Bah, il faut le savoir, hein. Très bien, bah là, on voit avec la moyenne. Voilà. Quand il y a des variables catégorielles, bah, il fait également de l'imputation avec le mode. Extrêmement discutable, ça, hein. Très bien. Et ensuite, si on le souhaite, il fait également de la normalisation, de la standardisation, en fait, centrage réduction, avant de lancer les commits. Voilà. Donc, il crée automatiquement le pipeline. Voilà. Donc, moi, j'ai vu ça, ok, je me suis dit très bien. J'ai fait quelques recherches sur Internet et j'ai vu qu'il y a plein de packages, il y a plein de tutoriels qui reprennent la même idée, hein. En fait, tapez un clustering Picaré package Python, vous allez tomber sur des gens qui reprennent à peu près les mêmes idées, hein. Le nombre de personnes qui se recopient les uns les autres, c'est bon, très bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas plus que ça. Donc, je me suis dit, bon, je vais refaire, tout simplement, je donne le lien aux étudiants, hein, donc il n'y a aucun intérêt de faire une vidéo là-dessus. Sauf que j'ai quand même regardé de près. Et justement, il y a un élément intéressant, c'est que la documentation, on a la documentation de l'API, en fait, hein. Très bien, donc je suis allé sur ce site-là. Voilà, il y a le lien sur le site initial, hein. Voilà, et je suis allé voir ce qui se fait dans le clustering. Et justement, dans le setup, je tombe sur des choses qui ont commencé à m'interpeller. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc quand vous créez une chaîne de traitement avec pi carré, sous carré, vous créez une expérimentation. Voilà. Et dans l'expérimentation, vous allez faire une série de traitements par ailleurs, la création des modèles, ainsi de suite. Aussi, bah, donc l'optimisation des paramètres, tout un tas de choses. OK. Alors, je regarde les paramètres du setup, hein, qui permettent d'initier donc une expérimentation. Alors, je vois ce que je dis tout à l'heure, hein. Par exemple, on a et donc des mécanismes pour l'imputation. Et quand c'est numérique, il prend la moyenne. Alors, bon, l'imputation par la moyenne, on peut discuter. En fait, si les variables sont orthogonales 2 à 2, ben, l'imputation par la moyenne, c'est une des meilleures méthodes possibles, hein, parce que n'oublions pas que la moyenne est le meilleur prédicteur endogène d'une variable, hein, au sens des moindres carrés. Donc, l'imputation par la moyenne, c'est pas mal si les variables sont deux orthogonales. Si elles ne sont pas deux orthogonales, ça veut dire qu'on est en train d'ignorer donc l'information que pourraient apporter les autres variables sur la variable sur laquelle on veut faire donc l'imputation. Mais bon, ça c'est un point de vue. Il y a un deuxième point de vue, c'est que si j'ai plein de données manquantes dans une colonne, je vais imputer par la moyenne et du coup j'ai une colonne de quasi constante. Bah, ça devient extrêmement discutable pour le coup. Pareil, si on fait une imputation pour les variables catégorielles, il le fait par le mode. Donc, si on a des classes déséquilibrées, voilà, on va exagérer encore donc le déséquilibre en imputant avec la classe la plus représentée, enfin la modalité la plus représentée. Et là, ça devient n'importe quoi, sachant de toute manière que s'il y a beaucoup de données manquantes, pareil, on va avoir une colonne de quasi constante. Voilà. Bon, voilà. Donc, il fait tout un tas de choses, hein. C'est à nous de vérifier ça, hein. Moi, j'étais tout le temps étudiant. On peut utiliser des packages, mais on peut pas utiliser des packages sans savoir. Voilà. Donc, cherchez les packages que vous pouvez, parce que généralement, les étudiants, quand ils commencent à faire des choses, quand je pose une question, la première chose, il faut une recherche Google sur les packages à utiliser.
Voilà. Et ensuite, ils apportent le package. On dirait que ça ressemble à ce que demande le prof et hop, on lance le truc. Mais non, non, c'est à nous de vérifier en détail qu'est-ce qu'il y a dans le package et comment il fonctionne. Ça, c'est super important. Alors moi, j'ai continué ma lecture, hein, je passe beaucoup de temps à lire, hein, ça, voilà, ce que je dis à mes étudiants, c'est 80% de mon temps de travail en réalité, c'est de lecture c'est de lecture donc de documentation, hein. Je regarde, s'il y a une doc sur des méthodes, je regarde qu'est-ce que c'est que cette méthode, comment elle fonctionne, et ensuite, est-ce que je peux traduire ça en forme de TD avec mes étudiants? Et pareil, quand je lis la documentation d'un package, qu'est-ce qui fait ce package-là, comment il fonctionne, et est-ce que je peux l'introduire dans un de mes TD? Alors, en lisant ça, je suis tombé sur quelque chose d'assez intéressant, c'est que il peut traiter des données textuelles. Ah bon? Ah bon? On peut faire du NLP avec ce package-là en le laissant se débrouiller tout seul, hein, du natural donc language processing ou text mining. Ah bon? Très bien. Donc, bah, bien sûr que j'ai testé. Bien sûr que j'ai testé. Je ne pouvais pas ne pas tester. Ça, c'est intéressant. Et dans mon cours que je fais en Master 1, j'aborde pas le text mining. Ça, je le fais en Master 2 généralement, où là, je détaille les différentes méthodes possibles, word embedding, enfin, transformer, enfin, tout un tas de trucs. Très bien. Voilà. Mais en Master 1, j'aborde pas ça. En revanche, la possibilité de le faire en aveugle et lui se débrouille tout seul, ah bon, ça c'est quand même intéressant. Alors je me suis dit, bien sûr qu'il doit faire des choses qu'on connaît, mais qu'est-ce qu'il fait exactement? J'ai envie de savoir. Donc je me suis dit, je vais monter une petite vidéo, je vais monter un petit tutoriel où je vais faire du clustering de corpus, voilà, avec des variables donc textuelles, hein, voilà, text mining si vous voulez, et on va voir ce que ça donne. Et on va aller dans le détail pour comprendre comment il fonctionne. C'est ça qui est important, hein. On peut pas le laisser faire pour nous, hein. Nous devons regarder comment il fonctionne en interne, hein. Voilà. Alors ça, j'avais regardé, et bon, sans être non plus machin, mais je regarde ça là, ta, ça, donc ça donne une idée de ce qu'il y a derrière, hein. Sans même le lancer, je savais ce qui allait se passer, hein. Voilà, donc il prend des documents textuels en entrée, donc de corpus, hein, des documents, voilà, un texte, hein, voilà, du NLP, on va faire du NLP en fait, hein, comme Jourdain, on le fait du NLP sans le savoir, mais on va le faire, après on va le savoir pourquoi, hein, qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais quand je vois les paramètres optionnels ici, moi, je me dis, OK, je vois à peu près ce qu'il y a derrière et on va pas être surpris. On va pas être surpris. Et en fait, on aurait pu le faire nous-mêmes, hein. Si on a un tant ça peu d'expertise, on peut le faire nous-mêmes. Une fois que ce long préambule est fait, je monte le document que je vais traiter. Alors, je l'ai trouvé sur un site là qui est là. Ah non, non, il est pas là, il est là. Voilà. Donc c'est voilà, Monsieur Pabo. Pangbo. Voilà, je pense que c'est Pangbo son nom en fait. Voilà, parce que pas beau, ça fait pas beau. Très bien. Et il a mis en ligne une série de corpus qui nous permettent de faire des traitements. Et celui que je vais regarder là, c'est regarder si les documents sont subjectifs ou sont objectifs, hein. Alors, c'était où ça? Voilà, c'était ça. C'était ça. Hein. Voilà, donc il y a une série de documents et les phrases sont soit correspondent à une opinion. Voilà, ceux qui m'ont fait le cours de text mining avec de NLP avec moi, Natural Language Processing avec moi, ça, il y a un de mes chapitres et un de mes TD, on travaille là-dessus, hein. Donc on a des documents. Certains documents donc relèvent d'un avis qui est donné. Donc là, il est subjectif. Et il y a certains documents où en réalité, on énonce un état de fait tout simplement. Et là, c'est un document en fait qui est objectif, qui énonce simplement l'eau bout à 100 degrés, c'est pas une opinion, hein, c'est un état de fait. Voilà. Donc j'ai récupéré le document là et je l'ai mis dans un fichier Excel. Voilà. Donc voici le fichier Excel. Alors, ça pour moi, donc savoir si le document est une opinion objective ou subjective, voilà, je vais l'utiliser comme variable illustrative, hein. On pourrait aussi le mettre, ce traitement-là, sous forme d'un supervisé, hein, d'une catégorisation de texte. On pourrait. Mais dans le cadre dans lequel je vais me placer aujourd'hui, je l'utilise comme variable illustrative. Mais encore une fois, hein, comme j'ai la classe, je pourrais aussi tourner ça sous l'angle d'un apprentissage supervisé. Je pourrais, hein, on est d'accord là-dessus. Mais ici, parce qu'on est tout simplement sur un exercice de style, voilà, je vais le prendre comme variable illustrative et les documents que je vais traiter, du coup, ils sont là. C'est les phrases. On est d'accord là-dessus. Je- J'explique parce que je connais suffisamment les étudiants pour savoir que, mais monsieur, si vous avez la classe, pourquoi vous n'avez pas fait de la catégorisation de texte? On pouvait faire du supervisé, là. Oui, oui,
on peut faire du supervisé, je suis d'accord, mais on est sur un exercice de style, et donc cette classe réelle classe là, je vais la prendre en réalité comme variable illustrative et je vais traiter en non supervisé, donc ces documents-là, parce qu'on est sur un exercice de style, hein. Je connais suffisamment, suffisamment d'habitude de cours où j'explique des choses pendant un bon bout de temps, que à la fin du cours, il y a un étudiant qui me tombe dessus, mais pourquoi on n'a pas fait ça? J'ai passé 10 minutes à expliquer ça au début du cours, hein. Je ne sais pas si on se rappelle, hein. Moi je me rappelle en tout cas. Voilà. Donc voilà, c'est amusant, hein, c'est amusant. Allons-y alors. Bon, comme d'habitude, j'ai préparé ici le notebook. Voilà. Donc je vais lire, je vais charger le fichier. Très bien. Jusque-là, il n'y a pas de problème, hein. Donc j'ai préparé une note que je mettrai en ligne comme d'habitude, hein. Il y a bien les deux colonnes. Donc le type de sentence, voilà, qu'on va ignorer, qu'on va utiliser comme variable illustrative, et les phrases en elles-mêmes qui sont là. Donc j'affiche ça ici, là. Voilà. On voit bien ici. Alors, on va faire du traitement non supervisé. Donc, je me base uniquement sur ces documents-là. Hein, voilà, sur ce corpus-là. C'est un ensemble un corpus, c'est un ensemble de documents textuels, hein. Très bien. Donc, c'est pour ça que je l'isole dans une variable à part que j'appelle phrase. Donc, on n'a plus que ça maintenant. On est d'accord là-dessus, hein. Et on va travailler avec Picaré. Alors, si vous ne l'avez pas installé, vous l'installez. Moi, je l'ai fait déjà, hein, donc c'est pour ça que j'ai mis un commentaire ici. Si vous ne l'avez pas installé, c'est à vous de l'installer, hein. Donc, tout simplement, dans le notebook, là, vous rajoutez le pip install picaré avec un point d'exclamation parce que c'est une commande système, hein. Voilà. Et hop, il l'installe localement. Tout va bien. Pareil, si vous êtes dans Google Colab, ça marche très bien, ça, hein. Ensuite, une fois que c'est fait, je vérifie le numéro de version. Ça également, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on fasse systématiquement, hein. À chaque fois qu'on travaille, il faut vérifier le numéro de version parce que les mises à jour sont fréquentes et des fois, il y a des mises à jour, on ne dit pas trop ce qu'il y a derrière. Et du coup, le calcul semble changer. Et il faut absolument qu'on vérifie ça. On ne peut pas passer à côté de ça, hein. Donc, pour être sûr, c'est pour ça que moi, généralement, j'utilise des environnements pour m'aider. Mais bon, le problème des environnements Anaconda, typiquement, c'est que le temps d'installation est super long. Les étudiants s'ennuient et on perd 10 minutes. Non, on peut pas perdre 10 minutes sur un TD d'1h45. On peut pas perdre 10 minutes. C'est juste impossible, en fait. C'est pour ça que j'ai essayé une fois, j'ai vu que ça tournait en autre boudin, donc j'ai laissé tomber maintenant et je demande aux étudiants d'installer à la volée les packages et de vérifier le numéro de version pour qu'on comprenne si d'aventure on n'a pas les mêmes résultats. Sachant également que souvent on a des heuristiques et donc on peut avoir des résultats différents et c'est là que le random stat joue un rôle très important également. Bien, alors il y a deux étapes. Déjà, donc, il faut qu'on instancie une expérimentation. En fait, c'est un traitement complet, en fait, ce qu'il appelle une expérimentation. Voilà. Donc, j'importe l'outil clustering, parce que je vais faire de la classification automatique, hein. Voilà. Je l'instancie. Et ensuite, je lui passe les données et je lui dis que les données textuelles, la variable qui correspond à des données textuelles, c'est la colonne sentence. D'accord, hein. Je lui passe ici le data frame et je lui indique la colonne qui correspond en fait à des données textuelles, hein. Voilà. Bien, très bien. Et bon, c'est relativement rapide, hein. J'ai fait des tests ici, bon, c'est relativement rapide, mais bon, ça doit le faire assez rapidement, et rapidement. Il est en train de préparer une série d'éléments. Voilà. Donc là, c'est une préparation, là. C'est une préparation. Ça prend 8 secondes à peu près. OK. Une fois que c'est fait ça, on va lancer le clustering. Alors, on a différentes méthodes possibles. Moi, j'ai pris les K-means, mais on a différentes méthodes possibles dans Create Model. Et ensuite, je veux avoir deux clusters. Voilà. Pourquoi deux? Parce que j'ai vu que sur la variable illustrative, il y en avait deux. Donc, les phrases objectives et les phrases subjectives. Voilà. Mais bon, ça peut être un élément sur lequel on fait des essais différents. Et justement, là, dans la doc qui est là, il montre bien qu'on peut utiliser la fameuse courbe. Ça, on a vu plusieurs fois, hein. On a vu plusieurs fois cette fameuse courbe-là pour trouver le fameux coude. Ça rappelle méchamment un graphique qui est issu de Yellowbricks, hein. Voilà, très bien. OK. Donc on pourrait. Bon, moi j'ai choisi deux d'emblée pour pouvoir être accord avec la variable illustrative après qu'on va utiliser, hein. Mais bon, sinon, si vous n'avez pas d'idée vous-même, hein, si vous n'avez pas de variable de référence qui permet d'avoir l'idée de nombre de clusters, vous pouvez créer cette courbe-là pour voir à peu près, hein. Voilà. Très bien. Donc, vous le faites. Moi, je le fais pas parce que ça prend beaucoup de temps, en fait. Voilà. Parce que le document textuel, il y a 10 000 documents, hein. Ça, je l'avais pas dit, là, hein. Mais regardez, il y a 10 000 documents, là. Oui, d'accord, hein. Il y a 10 000 documents. Avec des phrases plus ou moins longues. Oui, d'accord. Bien.
Alors, je vais lancer le setup. Ça va prendre un certain temps, malgré que j'ai préparé tout là. Bon, j'ai mis un random start pour qu'on ait les mêmes résultats. Ça va prendre un certain temps, donc je vais suspendre la vidéo. Et ensuite, quand c'est fini, je vais reprendre la vidéo. Hein. Je lance le calcul là. Voilà. Tac. Et il est en train de faire le processing. Voilà. Donc, c'est là que je vais suspendre. Ah non, ça avance relativement rapidement. Hein. Très bien. Non, ça va prendre un temps en fait. Donc, je vais suspendre la vidéo et on reprend après. Bien, bah, il a terminé. Il a terminé les traitements, là, ça a pris 28 secondes, finalement, c'était pas si long que ça, voilà, et il nous donne une série d'indices. Ça, on a vu ça, hein, donc on va pas prendre, hein, c'est des indices qui vous permettent d'avoir une idée de la qualité de la partition, hein, de manière, là, c'est les critères internes, là, c'est les critères internes, l'indice silhouette, l'indice de Kalinsky-Arabas et Davis-Boulda. Donc, on a vu ça, voilà. Comme je lui ai pas donné la classe de référence, il peut pas calculer ici les critères externes. On est d'accord là-dessus. Donc ça, on a vu plein de fois également, je vais pas m'attarder là-dessus. Bon, alors, quand même, il y a un élément important. J'ai créé une expérimentation et ensuite j'ai créé un modèle qui est un K-means et j'ai mis ça dans une variable. Déjà, le premier élément, c'est qu'est-ce que c'est que cette variable-là, hein? Qu'est-ce que c'est que cette variable-là? Ici, il a fait les traitements, je suis d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est cette variable qu'il a créée? Donc, j'ai vérifié son type et il m'a dit que c'est un K-means de scikit-learn. Donc, en interne, voilà, pi carré pour faire les K-means à utiliser la librairie scikit-learn. C'est pour ça que j'avais dit que c'est un meta-package, en fait, carré. Hein. C'est un package de package. C'est un package, en fait, qui intègre une série de packages, voilà, qui utilise les différentes méthodes qui sont proposées par ces packages-là, et qui le met dans un ensemble harmonieux. Donc, si je veux une autre méthode, ici, que les camins, par exemple, je sais pas, DBScan ou CH et tout ça, ben, j'aurais pu. Voilà. Et s'ils ne sont pas disponibles dans scikit-learn, ils utilisent une autre librairie pour ça. Alors, tout ça, vous avez dans la documentation qui est là. Voilà. Quand je vais dans Create Model, là, voilà, vous avez les différentes méthodes qu'ils proposent. Hein. Voilà les différentes méthodes qu'ils proposent. Pour la version 3, peut-être qu'il y en a d'autres plus tard. Hein. Voilà, mais pour la version 3, voilà les différentes méthodes qu'ils proposent. Ok, très bien. Donc, déjà, on sait qu'il utilise les camins hein, de scikit-learn. Donc, on aurait pu faire nous-mêmes, en fait. Hein. On est d'accord là-dessus. Quel est son intérêt, alors? Alors, ensuite, comme c'est un K-means de scikit-learn, je connais les propriétés des K-means de scikit-learn. Par exemple, il y a inertie. Voilà. Hein. Si on va dans la doc de scikit-learn cette fois-ci, ah là, ça c'était FIDF, mais on va faire... bah, vous regarderez. Vous regarderez dans les K-means, voilà, il y a une série de propriétés, dont l'inertie, en fait, qui est l'inertie intraclasse, tout simplement, hein, le WSS. Très bien, bon, voilà et il nous permet de faire des graphiques. Donc là, je prends ici l'expérimentation, plot modèle du K-means et j'ai la distribution. Mais distribution de quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, on va voir. En fait, ce qu'il va nous proposer, voilà, c'est donc la fréquence des clusters qu'il a créés. Dans le cluster 0, il y a 7610 individus, et dans le cluster 1, il y a 2390 individus. Donc les 10 000, il les a partitionnés en deux groupes avec ces effectifs-là. Donc, il a fait du clustering sur des documents textuels. Voilà. Je croyais pas que c'était possible, ça, qu'on pouvait le faire directement. Donc, forcément, il a fait des étapes intermédiaires au milieu. Et calculer une distance sur du texte brut, bah, pour faire des camins, on est d'accord là-dessus, bah, je sais pas vraiment. Voilà. Donc, on va essayer de voir comment il a fait ça, en fait, hein. Forcément, il y a des étapes intermédiaires. Forcément, il y a des étapes intermédiaires. Mais là, en l'état ici, il nous dit pas. On voit tout simplement qu'il y a un camins à la fin. Très bien. Sur quoi il a appliqué le Camis, ça, je ne sais pas. Hein, pour l'instant, on ne le sait pas. Hein. Sur quelle matrice de données de valeurs numériques il a appliqué le Camis, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et ça, j'aime pas. Hein. C'est bien qu'il le fasse. Donc, généralement, là, les étudiants me disent, mais ça marche. Hein. Monsieur, ça marche. Mais, oui, mais ça marche. Je suis d'accord que ça marche. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment ça a marché? Oh là là, s'il faut comprendre. En plus, monsieur, là, on va trop loin, là. Bah, mais si, il faut comprendre, justement. Hein. Donc, on va essayer de regarder en détail. En tout cas, il a bien fait les Camins. Hein. Il a créé deux groupes. On est d'accord là-dessus. Très bien. Donc, comme il l'a fait, bah, je vais voir la suite. Après, on va aller dans le détail. Hein. Voilà, je regarde les groupes d'appartenance qui sont attribués. Donc, c'est Assign Model, voilà, donc l'expérimentation de Assign Model des Camins. Et il reprend le jeu de données avec ici le corpus, les documents textuels, hein, voilà, et ici les clusters d'appartenance. Voilà.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je peux croiser les groupes qui ont été créés par le calcul, par les K-means, et les groupes initiaux qui sont les types des documents, qui sont soit une opinion subjective, soit un énoncé d'un fait objectif. Voilà. Donc je croise les deux et on a des résultats. Alors 2 secondes, hein, c'est pas l'objectif ici, hein. Mais bon, très rapidement, on voit que dans le cluster 1, on a majoritairement des documents qui sont objectifs. Voilà. On pourrait tenter de dire que cluster 1 est associé à objectif, mais non, parce que dans objectif, il y en a plus de la moitié qui sont dans cluster 0 et il y en a un peu moins de la moitié qui sont de cluster 1. Donc, quand je parle de cluster 1, on est plutôt sur des phrases objectives, mais les phrases objectives ne sont pas tous dans cluster 1. Vous êtes d'accord là-dessus, hein? Donc, il y a 2 points de vue dans les commentaires. De la même manière pour cluster 0. La majorité des opinions subjectives se retrouvent dans cluster 0, mais dans le cluster 0, il y a un tiers des documents qui sont des énoncés objectifs. Hein. Donc, les opinions subjectives se retrouvent plutôt dans cluster 0, mais cluster 0 ne correspond pas à subjectif, il correspond pour 2 tiers à subjectif seulement. Et un tiers, plus d'un tiers même en fait. Hein. Voilà, 40% sont dans objectif. Très bien. Donc les relations ne sont pas bijectives là entre les deux. Hein. On est bien d'accord entre les clusters et les groupes initiaux d'appartenance. Hein. Il n'y a pas une bijection entre les deux. Hein. On a dans un sens pour les clusters et on a dans l'autre pour les classes initiales. C'est important ça dans les commentaires. Hein. Ça, les étudiants, généralement, ils passent très vite là-dessus. Ils calculent un indicateur V de Cramer et boum, V de Cramer me dit ça, point. Mais oui, d'accord, ok, ok, il y a une forme de liaison. Il y a une liaison parce que le V de Cramer le dit, ou encore les différents indices qu'on a vus. Mais après, il faut comprendre quelle est la nature de la liaison. C'est important. Hein. Bien. Alors là, pour le coup, les critères comme l'homogénéité ou qui liste ici, mais qu'il n'a pas calculé parce qu'on n'a pas fourni les éléments, seraient intéressants. Les critères ici qui sont externes. Bon, continue. Et après, dans le package Picaré, il y a un plot modèle des clusters. Ah bon? Très bien. Il va faire un graphique avec les clusters. Voilà. Et vous avez une représentation qui interpelle méchamment. Alors, regardons ça. J'essaie de meubler un peu pour voir le graphique. Normalement, c'est relativement rapide. Voilà. Il vous dit il les projette dans un plan factoriel. Ah, donc il a fait une ACP, là. C'est ce qu'il est en train de dire, là. Hein. Voilà. Il a fait une ACP. Ensuite, il illustre les points selon le cluster d'appartenance dans le premier plan factoriel. Voilà. Donc, il y a aussi une ACP derrière, alors. Très bien. Bah, il faut le savoir. Voilà. Et bon, c'est étrangement, hein, on a des recouvrements des points. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il fait le clustering dans un espace différent et ensuite, il représente les clusters dans le plan factoriel. C'est pour ça qu'on a un recouvrement. S'il fait le clustering dans le plan factoriel, on n'aurait pas de recouvrement. Oui, d'accord, hein? S'il fait le clustering dans le plan factoriel, il ne peut pas y avoir de recouvrement. Donc, on a un recouvrement ici parce qu'il fait le clustering dans un autre espace d'abord et ensuite, il affiche le résultat dans le plan factoriel. Chaque point, c'est un document. Hein, c'est un document du corpus. Hein. Si je prends là, par exemple, je vais là, voilà, c'est however, when, if, bon, oh là là, très bien, on va voir autre chose, très bien, but before and key get, voilà. Hein. Et si on va là, affirm that make you set the read, très bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Bien. Donc, il faut se poser la question, comment il a créé la matrice de données pour pouvoir faire du clustering? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe avec ces ACP-là? Comment ça se passe avec les ACP, en fait, pour qu'ils puissent avoir cette représentation-là? Et bon, on le sait d'avance qu'en réalité, l'ACP, ce n'est qu'illustratif ici. Sinon, on n'aurait pas ces recouvrements-là. C'est là que l'affaire devient vraiment intéressante. Jusque-là, ça va, mais si on connaît un peu le machine learning, un peu la data science, avoir une résultat clé en main comme ça sans comprendre tout le processus, c'est juste pas possible. Hein. Donc, il faut qu'on regarde en détail qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est ça qui est important maintenant. Donc, Picaré a pris en charge tout un tas de choses, mais il faut qu'on arrive à décortiquer ça. Alors, pardon. Donc, l'élément important, c'est qu'il y a un pipeline derrière. Hein. C'est ce qu'on voit dans la documentation là. Hein. Quand on va sur le document voilà, on se rend compte qu'il y a un pipeline derrière. Voilà. Il vous dit là, ici. OK. Donc, il fait une série de traitements.
Dans notre exemple, nous, on fait des traitements sur des documents textuels. Donc, il y a des traitements supplémentaires qui sont un peu plus sophistiqués, en fait, hein, avant d'arriver à la matrice qui va être utilisée pour le Camins. Donc, on va décortiquer ensemble ce qu'il y a derrière. J'affiche le pipeline. Donc, on a le pipeline ici, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà, il a prévu les données manquantes, s'il y en avait. Donc, simple imputeur, quand c'est numérique, voilà, on a vu qu'il remplace par la moyenne, hein, tout simplement, voilà, et catégoriel imputeur. Donc là également, il prend le mode prédiscutable, mais bon, c'est ce qu'il fait, voilà. Très bien, donc si on a des données manquantes, voilà, lui, il va gérer sans problème. Très bien, pour les variables numériques et catégorielles. Ensuite, comme on a des données textuelles, voilà, il utilise un outil qui sait manipuler du texte. Ah ah, j'ai regardé, très bien. Mais bon, et il utilise bien ici la colonne sentence, hein, voilà. Donc il a pris la colonne des chaînes de caractères, là, l'ensemble des chaînes de caractères, et il a transformé sous forme de matrice numérique. Très bien. Comment il a fait ça? Alors il lui met un outil, mais il détaille rien là. Il ne détaille rien là. Hein. Et non, moi je peux pas laisser passer ça. Donc je suis allé voir. Donc j'ai regardé ce qu'il y a dans le text embedding. Donc, je suis allé voir dans Pipeline l'étape text embedding. J'ai regardé son type. C'est un transformer wrapper. Ça ne nous apprend pas grand-chose, hein. Donc, je suis allé voir dans les champs et méthodes, hein. Donc, j'ai fait dire cette fois-ci, voilà, qu'est-ce qui sont les champs et méthodes, voilà, les membres, hein, de la classe, ici transformer wrapper. Je suis allé voir, j'ai fait des recherches internet, il n'y a pas grand-chose, hein. Très bien. Et j'ai un ensemble de champs qui est là, voilà, mais il y a une partie qui est masquée, donc je vais les voir dans le texte editor, là, voilà, j'ai tous les différents éléments. Alors, bon, je vois, il y a des champs internes, il y a des méthodes, et bon, très bien, il y a par exemple les paramètres. Parce que sinon, le reste, c'est assez sibyllin, hein, on est d'accord là-dessus, on comprend pas ce qu'il y a derrière tout ça, hein. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir les paramètres de text embedding. Très bien. Et c'est là que ça commence à devenir clair. Qu'est-ce qui se passe? Il utilise la pondération TF-IDF. Donc, je sens d'emblée qu'il y a une matrice documentaire quelque part. On est d'accord là-dessus. Très bien. Et donc, il y a un champ, voilà, qui est le transformer utilisé. Bien, je vais aller voir, hein. Voilà. Et ça reste une classe de pi carré, c'est un embedded text features. Ah bon? Très bien. Ok, ok, ok. Bon, de nouveau, je regarde les champs. Très bien. Donc, de nouveau, ici, on a la liste des champs. Et parmi les champs, quand j'ai regardé en détail, je passe beaucoup de temps. Vous imaginez pas le temps que je passe à inspecter les packages, à lire la documentation des packages. Voilà. Je vois un champ qui me paraît intéressant, c'est Estimator. Ok, j'ai regardé sur Internet, pareil. Les documentations, c'est pas légion, là, pour le coup. Bah, du coup, je cherche par moi-même. Donc, je suis allé regarder ce qu'il y a dans ce fameux Estimators. Voilà. Et boum. Et boum. Voilà. On a un TF-IDF vectoriseur. Eh bien, TF-IDF vectorisaire de Scikit-Learn. Voilà. Et donc, on est bien sur cet outil-là. Et ben voilà l'histoire. En réalité, Picaré, pour traiter les documents textuels, voilà, il va créer une matrice documentaire avec la pondération de TF-IDF par défaut en utilisant la classe de calcul de Scikit-Learn TF-IDF vectorisaire. Voilà. Du coup, j'ai reconstitué l'histoire. L'histoire, c'est quoi? Hop, j'ai préparé un petit slide là. Qu'est-ce qui se passe? Il récupère les documents. Donc là, j'ai mis sous forme de XML, mais bon, sinon c'est un fichier Excel, on est d'accord, hein. Il récupère les documents. Document 1, 2, A, B, C, ainsi de suite. Très bien. Jusque-là, ça va. Donc on a bien la collection de documents textuels, ce qu'on appelle un corpus, hein, en ELLP. OK. Une fois qu'on a ça, voilà, il va créer le dictionnaire. Le dictionnaire, c'est la liste des termes, hein, qui apparaissent au moins une fois. Voilà. Donc, the, movies, voilà, she, une seule fois, parce que she apparaît plusieurs fois ici, hein. Voilà, il ne met qu'une seule fois. Et donc, j'ai la liste des mots qui apparaissent au moins une fois. Voilà. Une fois qu'il a ça, voilà, il va créer la matrice documentaire. Il va créer la matrice documentaire. Donc là, on a les documents A, B, C, D jusqu'à les 10 000. Voilà. Et là, on a les termes du dictionnaire, les tokens, hein, les termes du dictionnaire.
Voilà. Et ensuite, il va les comptabiliser. Alors, moi ici, pour illustrer, je prends tout simplement donc la fréquence des termes, hein. Vous avez vu, hein, le the là, il apparaît une fois dans le document A. Le movie, il apparaît une fois dans le document A. Si je prends le she là, she, il apparaît pas dans le document A. Il n'y a pas de she là, hein. Voilà. En revanche, dans le document 2 là, il apparaît deux fois. Une fois là, une fois là. Très bien. Ensuite, le among n'apparaît pas dans le document A, mais il apparaît bien dans le document B, hein. Voilà. Donc le she apparaît deux fois dans le document B et le among, voilà, ainsi de suite. Ça, c'est le terme fréquency. Si on fait en fait un TF-IDF, il va relativiser l'apparition d'un terme dans un document par la fréquence globale du terme dans l'ensemble des documents. Donc l'idée, c'est que si un terme donc apparaît dans un document, c'est d'autant plus important si par ailleurs ce terme-là est peu fréquent. Voilà. En revanche, si un terme apparaît dans un document et que ce terme-là donc apparaît dans beaucoup de documents, là, son apparition dans tel document n'est pas si important que ça. C'est ça l'idée, hein. Ouh là là. Voilà, hein. En gros, l'idée, c'est que si un terme apparaît dans un document, c'est d'autant plus important que ce terme-là est rare. C'est ça l'idée. Alors tout ça, je développe dans mon cours, hein. Il est là, mon cours. Non, non, il n'est pas là, il est là. Donc j'ai retrouvé mon cours, hein. Voilà, très bien. Et en fait, on est bien, hop là, voilà, c'est page 27. Voilà, j'explique le mécanisme TF-IDF. Voilà. On relativise l'importance de l'apparition d'un terme par sa fréquence globale. C'est ça l'idée en fait. Très bien. Une fois qu'on a une matrice documentaire là, avec la pondération qu'on veut, nous on a utilisé TF-IDF, qu'est-ce qui se passe? On peut appliquer les Kamins. On peut appliquer les Kamins, voilà, et du coup, on a le schéma habituel. On a une matrice, ici individu variable, voilà, on peut appliquer les matrices, la matrice individu variable, parce on peut calculer les distances, on peut calculer les barycentres conditionnels, les barycentres globaux, les barycentres conditionnels, et on peut appliquer les distances. Ensuite, pour discerner les résultats, voilà, on a ici une matrice de données, on peut faire une représentation factorielle, et une fois qu'on a fait la représentation factorielle, on va illustrer les points avec les classes d'appartenance issues des Kamins. Voilà ce qui se passe ici. Très bien, pas de souci, c'était ça le processus qu'il a mis en place. Voilà ce qu'il y a dans le pipeline en réalité. Donc si vous sauvegardez le pipeline, il y a ces étapes-là. Alors, comme je suis curieux de nature, hein, je suis allé vérifier justement, est-ce qu'on a les fameux dictionnaires? Est-ce qu'on a le fameux dictionnaire justement? Donc la liste des termes qui sont apparus une seule fois, au moins une seule fois. Ben, je l'affiche ici, hein. Comme je connais le champ de TF-IDF, voilà, vectorisaire là, je peux regarder. Regardez, TF-IDF ici vectorisaire. Parmi les champs qu'il a produits là, il y a, voilà, qui vous donne en fait le document et son numéro. Voilà. Qui vous donne en fait le terme et son numéro. Nuance, hein, le terme et son numéro. Voilà, bah, j'affiche, hein, et voilà, on a bien les termes et leur numéro. Un numéro de colonne, si vous voulez. Très bien. Alors, je regarde la taille du dictionnaire. Il y a 20 897 termes, hein. Dans le tableau de données qui a été utilisé par les Kamins, il y a 20 897 termes, colonnes. Voilà. Alors, comme pareil, je veux vérifier ça, je suis revenu sur l'objet Kamins. Hein, je suis revenu sur l'objet Kamins qui est issu ici, hein. On est d'accord là-dessus, hein. L'objet Kamins, il est un peu plus haut là, voilà, qui est issu des calculs. Il est là. C'est là qu'il a été généré l'objet Kamins. Voilà. Et je vais demander à l'objet Kamins combien de colonnes il a dans le jeu de données qu'il a utilisé pour faire les Kamins. Normalement, ça doit être le même nombre d'éléments que ce qu'on a dans le dictionnaire. Sinon, c'est incohérent là pour le coup, hein. Donc, je suis allé vérifier. Voilà. Donc, on a vu que le dictionnaire, c'est 20 897 documents. On regarde le nombre de colonnes du jeu de données qu'a utilisé Kamins. Il y a 20 897. Donc, il a bien utilisé la matrice documentaire pour faire des Kamins. Et c'est après coup seulement, une fois que les clusters sont obtenus, que il a pris ici donc la matrice de données pour faire une ACP et ensuite de représenter les clusters là-dedans. Très bien. Donc je me suis dit, ok, là maintenant on a le fin mot de l'histoire, là, on comprend ce qui se passe. Alors comme je suis de nature à pas me satisfaire des résultats comme ça intermédiaires, là, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a dans le fameux setup à part ça?
Et en regardant un peu, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui peut nous intéresser. Il y a ici une option, c'est PCA. Oh, très bien. Ensuite, il y a PCA méthode et PCA componente, le nombre de composantes. Alors bien sûr, je suis allé voir dans la documentation, hein. Donc je suis allé voir dans PCA, qu'est-ce qui se passe? Alors le PCA, il est plus bas là. Il est plus bas, il est là. Très bien. Donc il dit, quand on le met à vrai, voilà, il fait une réduction de dimension d'abord, et après seulement il applique le Camins. OK? Alors, quel type de réduction il peut faire? Il peut faire le PCA standard, qui est basé sur qui est basé sur une décomposition en valeur singulière, ou bien il y en a d'autres. Voilà. Comme moi, j'ai laissé par défaut, voilà. Donc, il fait l'ACP standard, hein, l'ACP, donc analyse en composante principale standard. Très bien. Et je lui dis, fais-moi ça avec deux composantes, pour qu'il fasse ce calcul dans le premier plan factoriel. Donc, normalement, on ne doit pas avoir de recouvrement des clusters cette fois-ci s'il le fait dans l'espace à deux dimensions sur lequel on va afficher nous-mêmes les résultats. Bon, on va aller voir ça. Donc, j'ai refait l'expérimentation, très bien, et j'ai rajouté deux paramètres supplémentaires. Un, il va faire avec une ACP, il fait d'abord une réduction de dimension. Une fois qu'il a fait la réduction de dimension, s'il fait le clustering dans l'espace réduit, à deux dimensions, dans le plan, dans le premier plan factoriel. OK. Donc, je lance le calcul, hein. Voilà. Et il fait le create model. Donc voilà, je fais le paramétrage, il fait le create model, et c'est relativement rapide, hein. Voilà, c'est relativement rapide. J'avais testé là, et vous avez vu, très bien. OK. Alors, bah, une fois qu'il a fait ça, je me dis, mais du coup, le pipeline va intégrer la CP cette fois-ci, hein. Là, il n'y était pas là, hein. Si on revient ici au-dessus, là, regardez bien. Là, il n'y avait pas la CP. Il n'y avait pas le PCA, là, hein. Donc, le PCA, ça servait uniquement à illustrer les résultats, hein. Là, cette fois-ci, je lui ai demandé d'intégrer la CP dans les calculs, hein, dans cette étape-ci. Regardez. Là, je lui ai demandé d'intégrer la CP dans les calculs avec deux composantes. Donc, on va voir si dans le pipeline, il y a bien la CP cette fois-ci. Boum. Et effectivement, dans le pipeline, il y a le TF-IDF vectorizer qui est là, voilà, et ensuite, il fait la CP. Voilà, il faut regarder quelle ACP qu'il utilise, mais bon, regardez un peu, vous trouverez facilement. Voilà. Donc, il l'intègre bien dans les calculs, et une fois qu'il a fait l'ACP, c'est là seulement qu'il fait les commits. Et comme j'ai demandé que deux composantes, il va le faire dans le premier plan factoriel. Donc, normalement, cette fois-ci, il ne peut pas y avoir de recouvrement entre les clusters. On va voir. Boum, avec le CAPCA. Et effectivement, on voit qu'il y a une séparation, hein. Il n'y a pas de débordement d'un côté comme de l'autre. Il y a bien une séparation là. Et ça marche très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? Picaré est un super package. Moi, ce serait mentir que de dire que je l'apprécie pas. Non, je l'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, parce que il nous, il nous facilite la vie. Mais ce faisant, en facilitant la vie, il masque des choses, hein. Et c'est à nous de vérifier qu'est-ce qu'il y a derrière, hein. N'utilisez jamais un package sans comprendre ce qu'il fait exactement. Sinon, vous avez des résultats, vous comprenez pas la teneur des résultats que vous manipulez. Et ça, c'est juste impossible. Voilà. Donc, j'ai décortiqué ce qu'il y a dans Bicarré quand on lui passe des données textuelles. On peut pas appliquer directement un camin sur les données textuelles, hein, directement comme ça, parce qu'un barycentre de texte, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc forcément, donc il est passé par une vectorisation. Il a créé une matrice de données numériques avant de lancer les camins. Voilà. Et en décortiquant ce qu'il fait en réalité, on s'est rendu compte que voilà les différentes étapes qu'il a fait. Avec une subtilité ici déjà, c'est que donc la pondération, on peut faire la terme de fréquence, voilà, terme fréquence comme ici. Lui utilise plutôt un TF-IDF. J'ai montré dans le cours comment ça fonctionne. Ça, c'est une première subtilité. Il y a une deuxième subtilité, c'est que on peut représenter les résultats dans le premier plan factoriel, mais on peut aussi intégrer la réduction de dimension avec une ACP dans le processus de calcul, dans le pipeline. Et c'est bien ce que nous avons vu ici. C'est bien ce que nous avons vu ici. Il l'a intégré cette fois-ci. Donc, on a différentes possibilités. Alors, j'ai pas tout regardé. J'ai pas tout regardé. J'ai regardé uniquement ce qui me paraissait intéressant, sur lequel je peux
lancer un petit tutoriel, mais je vous enjoins à regarder en détail parce qu'il est extrêmement performant. Par exemple, on peut faire des réductions de dimensions différentes. Par exemple, on peut enlever les méthodes, les données aberrantes. Voilà, il y a différents éléments et ça me paraît intéressant. Mais en tous les cas, ne le laissez pas faire tout seul. Il faut absolument qu'on contrôle tout ce qu'il fait pour qu'on puisse réellement situer la teneur des résultats qui est fourni par Picaré. Voilà. Voilà, voilà. Alors en TD, je ne sais pas si on pourra l'explorer un jour, voilà, mais en tous les cas, je dirais bien aux étudiants de regarder ça et de faire des tests eux-mêmes, de refaire par exemple certains de nos TD en utilisant Picaré. Ça peut être une bonne idée, ça, et de regarder les résultats à la sortie entre ce qu'on a fait nous en utilisant Scikit-learn par exemple, manuellement, et en regardant le pipeline qui a été généré automatiquement par Picaré, et en comparant les résultats finaux, les clusters d'appartenance des individus. Ça peut être une idée très intéressante. Je vais y réfléchir à comment introduire ça d'une manière ou d'une autre. Voilà. Allez, bah, excellent travail à tous.